Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licences et masters accrédités CAMES. Nous pouvons avoir les mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr un surcoût, quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'EISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.eisatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. Les attaques terroristes du 20 juillet dernier, revendiquées par des groupes terroristes venus du Burkina, et largement commentées par la presse internationale sans que la presse locale ne s'y mêle véritablement, relance un peu le débat sur la stratégie de l'omerta de la politique togolaise en ce qui concerne ces genres d'attaques au Togo. Est-ce que le Togo a véritablement opté pour la meilleure stratégie? Est-ce que finalement, elle doit changer de stratégie en communiquant à partir du moment où ça laisse place à des spéculations? Nous en parlerons dans cette émission avec notre invité du soir, Horus. Bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très bien. Alors, la stratégie du Togo en matière d'attaques terroristes, à chaque fois qu'il y a des attaques terroristes, elle est très claire. En tout cas, au départ, le Togo communiquait, mais à partir d'un moment donné, c'est très clair, on ne communique plus sur ces genres d'attaques pour des raisons très simples. Il faut pas humilier ceux qui sont morts. Il faut pas non plus donner l'impression de victoire aux terroristes en communiquant pour eux. Mais force est de constater que finalement, eux-mêmes, ils communiquent, ils exhibent même un certain nombre d'armes qu'ils auraient saisies sur le terrain. Et pendant ce temps, la presse internationale en parle. Le Niger a même envoyé un communiqué de condoléances au Togo, sans que le Togo lui-même ne dise officiellement si oui ou non il a été touché par des attaques. Mettons que il faut relativiser, c'est-à-dire le fait de ne pas communiquer effectivement permet de ne pas faire de la surenchère et de ne pas agrémenter la psychose. En fait, si vous voulez, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse circonscrire les informations, parce que il faut pouvoir quand même pas renseigner, mais statuer sur ce qui s'est passé. Le fait de pouvoir faire un communiqué, le fait de pouvoir dire aux populations ce qui s'est passé, sans pour autant rentrer dans des détails morbides, sans pour autant rentrer dans des détails stratégiques, permet, à mon sens, de donner à l'opinion une alternative à l'information venue de l'extérieur. Parce que une information qui est sur nous, qui est confiée à l'extérieur, peut être défavorable pour nous. C'est dangereux que les populations n'aient que pour seule alternative que l'information qui vient de l'extérieur. Donc, je trouve que on peut donner de l'information circonscrite, sans rentrer peut-être dans des détails morbides, sans rentrer dans des détails précis qui vont gêner la sécurité nationale, mais qui vont permettre à l'opinion de se faire une idée de ce qui se passe, ça c'est un, d'avoir une alternative en termes de communication, ça c'est deux, et de fixer les solidarités. Qu'est-ce que j'entends par fixer les solidarités? C'est que l'opinion nationale qui est au courant de ce qui se passe a l'élan de solidarité vers les personnes qui subissent ce qui s'est passé. Notamment les militaires. Notamment les militaires, notamment les populations qui sont de cette région-là. Mais du moment où les populations ne sont pas au courant et que ça libre cours à un certain nombre de spéculations, il y a un problème pour fédérer les solidarités. Donc, ce qui peut offusquer, par exemple, des militaires ou même des populations qui sont dans ces régions-là, c'est de s'apercevoir que le reste du pays vit normalement comme si de rien n'était et que le reste du pays n'est pas au courant de ce qui se passe. Et qu'on se soucie pas de leur sort. Qu'on ne se soucie pas de leur sort. Ce qui peut gêner les personnes du reste du pays, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas d'informations sur le pays et que pour avoir ces informations, il faut se référer à un média international ou à l'extérieur. Et donc, il faut permettre aux journalistes, à tous ceux qui communiquent, d'avoir ne serait-ce qu'une information officielle une bribe d'information à laquelle ils puissent se rattacher.
fût-elle circonscrite, fût-elle, comment dirais-je, courte, fût-elle coupée de certains détails, toujours est-il que on a une information officielle qui nous vient du ministère des Armées, qui nous vient du gouvernement. D'accord. Voilà. Alors, ne pas communiquer ouvre naturellement la porte à des spéculations, ce qui pourrait être contre-productif finalement en ce qui concerne la quiétude des Togolais, n'est-ce pas? Parce que quand vous apprenez des choses comme ça, de gauche à droite, etc., le gouvernement ne dit rien, est-ce que c'est pas de nature à perturber la quiétude? Alors, dans le cas du Togo, le souci, c'est que, par exemple, alors, on a, à la rigueur, 1 ou 2 médias internationaux qui donnent des informations. Alors, le problème avec les informations, pour le cas du Togo, par exemple, le média international qui a donné l'information s'est servi d'un autre pays pour donner cette information, en sachant bien que ce pays est en collaboration avec le Togo. Donc, dans la démarche, il y a quelque chose d'un peu vicieux, mais après, bon, c'est comment dirais-je, voilà, ce sont les réalités de la part du média qui a donné l'information. Oui, dans le sens où normalement il aurait peut-être fallu avoir une communication de l'État togolais. Oui, avant de s'appuyer voilà. là-dessus. Et dans les faits, de façon géostratégique, le pays qui adresse ses condoléances en réalité est en collaboration avec le Togo. Donc je ne crois pas que le pays, lorsqu'il adresse ses condoléances au Togo, en fait le fait via ce média. Il le fait via un canal diplomatique qui lui appartient. Maintenant, comment est-ce que ce courrier aurait atterri, par exemple, chez RFI? Bon, ça, après, si vous voulez, ça, c'est, comme on dit, les médias, ils ont leurs sources. Donc, le média a pu s'en saisir et a pu relayer l'information. Maintenant, après, la chose qui est vicieuse, c'est le fait d'avoir, nous, Togolais, besoin d'informations et être dans un genre, disons, de s'inscrire dans un genre d'automatisme où on ne peut avoir l'information sur le Togo que par un média étranger. Et c'est ça qui est dangereux. Et ça, je pense que le gouvernement doit comprendre cela. Donc, il ne faut pas circonscrire la possibilité à la presse togolaise de pouvoir s'informer auprès de sources fiables. Il appartient au gouvernement de donner un communiqué qui permette à la presse togolaise de se servir de cette information-là et de pouvoir la diffuser, peut-être la commenter ou la critiquer, mais en tout cas, il y aura une information fiable qui vient du Togo. Par exemple, je donne un exemple. Lorsque il y a des procédures administratives, le journal officiel, c'est Togo Presse. Absolument. Donc, si vous voulez avoir une information officielle, vous allez à Togo Presse. Que vous puissiez donner une information contraire, une information critique, des spéculations, ainsi de suite, n'en déplaise, l'information du gouvernement, c'est Togo Presse. Donc, vous en reviendrez à Togo Presse pour avoir ces détails-là. C'est la même chose. Il n'y a pas de logique à ce que maintenant, les médias togolais, que le peuple togolais soit forcé de s'en référer à un média international pour savoir ce qu'il y a sur son propre pays. D'accord. Donc, au gouvernement de trouver vraiment le juste milieu entre, comment dirais-je, ne pas donner du grain à moudre à ceux qui attaquent le Togo en termes de médiatisation et informer les populations togolaises de ce qui se passe afin que on puisse nourrir les chaînes de solidarité. D'accord, nourrir les chaînes de solidarité. L'une des conséquences de cette stratégie d'Omerta, c'est que dans certains pays, lorsque les militaires tombent comme ça, etc., le front face aux terroristes, des fois il y a des hommages, même qui sont rendus à ces militaires-là par les premiers responsables du pays, notamment le président de la République. Mais ici, à partir du moment où on ne communique pas sur ces attaques, naturellement, on n'a pas vu le président de la République devant un des cœurs de ces militaires-là. Bon, est-ce que, selon vous, le Togo a peut-être d'autres manières d'honorer ces militaires tombés au front face au terrorisme, je précise? Mais alors, ce que je constate, c'est que quand, par exemple, il y a eu des décès de militaires lors des interventions internationales dans d'autres pays, la MINUSMA et ainsi de suite, il y a eu des hommages qui ont été donnés. Donc, je suppose que au niveau de l'armée togolaise, il doit y avoir un genre de protocole, un genre de procédure, un genre de calendrier qui est propre à, alors on en revient encore à la communication. Il faudrait peut-être que l'on puisse communiquer dessus. Parce que effectivement, si vous posez la question, c'est que justement, il y a d'autres Togolais qui vont se poser la question de savoir s'il y a cet hommage rendu à ces hommes qui sont tombés au front pour nous protéger, nous. Et donc, l'armée gagnerait peut-être à éclairer sur
certains de ces protocoles. Parce que après, il faut reconnaître que l'armée reste quelque chose d'assez mystérieux au Togo. Ouais. On en connaît très peu de choses et on spécule énormément. Et donc, comme on spécule énormément et qu'on n'a pas d'informations, on a un rapport conflictuel qui est alimenté au fur et à mesure des frictions des années de nos problèmes intérieurs. Mais là, dans ces cas d'espèce, il s'agit de défendre le territoire national. Et donc, encore une fois, oui, c'est-à-dire, il serait intéressant que les Togolais puissent avoir la latitude de se recueillir, d'être informés, et d'être conscients que non, que un hommage est rendu à ces hommes qui sont tombés au front. Maintenant, difficile de se prononcer parce que, comme je disais, c'est un organe qui est discret et secret. Et que, en réalité, on n'a aucune idée sur les protocoles, voilà, ce qui s'y passe, les protocoles concrets, on a absolument rien. On n'en sait pas grand-chose. Alors, ce que vous dites est assez intéressant dans le sens où, dans certains pays, lorsqu'on voit souvent ces genres d'attaques venir, on voit le pays avec les drapeaux sur les profils. Voilà, les gens même mettent ça sur leur profil, soutien à nos militaires. On a vu ça au Niger, etc. et tout. Donc, ça va un peu dans ce sens-là. Mais, on va parler un peu légèrement du renseignement, même si vous n'êtes pas un spécialiste du renseignement. Vous savez quand même que le Togo a mis en place des numéros verts à chaque section du territoire pour que les populations puissent signaler des activités suspectes. Et toujours dans ce sens d'omerta, est-ce que quand vous mettez des numéros verts à disposition des populations, que dans le même temps, vous ne communiquez pas avec ces populations, est-ce que c'est de nature à pouvoir favoriser le recueillement de ces renseignements-là? Moi, je dirais que c'est astucieux quand même de mettre un numéro vert, dans le sens où, alors c'est un pays où, mettons, on a un certain nombre de rites sociaux. Et donc, mettons que même si nous sommes de peuples divers, on sait à peu près quels sont nos rites nationaux. Et effectivement, oui, s'il y a un numéro vert qui peut permettre à des Togolais d'informer sur quelque chose de suspect, quelque chose de bizarre, quelque chose qui puisse aider l'armée à faire son travail, pour ma part, c'est louable. Je me souviens comme il y a eu un événement qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps, je pense au marché, où il y avait un monsieur qui je pense qu'il y a eu alors c'est sur qui aurait voilà, un militaire s'était jeté justement dessus courageusement. Exactement, et les populations avaient soutenu ce militaire, avaient désarmé, ainsi de suite et tout ça. Par exemple, ça c'est un exemple. Donc, c'est-à-dire que les gens tout en continuant leur quotidien ont quand même à la présence d'esprit que non, que il y a quand même une situation plus ou moins inquiétante et que il faut quand même au moindre signe pouvoir en référer à des autorités. C'est pas une mauvaise idée. Maintenant après, encore une fois, ce qu'il faut, c'est le retour d'informations. C'est-à-dire, vous prenez des informations des populations, il faut comprendre que lorsqu'elles vous fournissent des informations, elles attendent en retour aussi quelque chose. Comment se passe le front? Est-ce que, je vais donner un exemple, nous sommes Togolais, ce n'est pas aux autres de nous dire comment ça se passe à l'intérieur du pays, au nord du pays, dans ces zones-là. Comment ça se passe pour les populations? Comment ça se passe pour l'armée? Comment ça se passe au niveau sécuritaire? C'est pas aux autres de nous dire. Il y a quelque chose de frustrant à devoir attendre des informations. Donner à ne pas recevoir. Voilà, à donner à ne pas recevoir et à se rendre compte que les autres ont des informations sur nous alors que nous sommes sur notre propre territoire. Il y a quelque chose de vicieusement infantilisant et vexant dans le fait d'être au Togo, de ne pas, par exemple, ouvrir un journal togolais, même que ça soit Togo Presse, ou allumer la télé, que ce soit la TVT, ou ainsi de suite, et se retrouver tranquillement chez soi et s'apercevoir que c'est un média français, un média allemand, un média qui nous informe, nous, sur ce qui se passe chez nous. Il y a un souci. Justement, là, vous avez donné l'exemple du militaire, mais ça, c'est à Lomé. Est-ce que vous pensez que les Togolais sont suffisamment informés sur ce que signifie activité suspecte? Alors, est-ce qu'ils sont forts? Je pense que les Togolais sont quand même, disons, plus ou moins informés sur ce qui se passe dans la sous-région. Je pense que là où se situe le flou, c'est peut-être le positionnement stratégique du Togo par rapport à ce qui se passe dans la sous-région et les raisons qui font qu'un pays comme le Togo, qui est
plutôt réputé pour être calme, pas trop engagé sur des positions extrêmes, les raisons qui font que ce Togo est attaqué. Justement, Voilà. parlant de ça, il y a beaucoup d'analystes, puis bien d'observateurs, qui estiment que justement le Togo devrait pas être frappé par des attaques terroristes et que c'est la politique diplomatique du Togo qui attire peut-être en griffe la foudre de ces personnes, un peu comme le retour du bâton. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est difficile parce que justement, c'est ça le souci, c'est que on ne connaît pas le positionnement stratégique du Togo. C'est-à-dire si vous voulez, l'étiquette qui est la plus vendue, c'est Togo, pays de paix, Togo, pays de consensus. Et du coup, quand on voit ce qui se passe au niveau de la sous-région CEDEAO, AES et ainsi de suite, quand on voit le positionnement officiel et le positionnement officieux, difficile de se situer sur le réel positionnement du Togo. Et donc, une chose est claire. Le Togo supporte les pays de l'AES. Et dans l'AES, actuellement, les terroristes sont traqués. Notamment au Burkina, ils sont traqués, ils sont sous pression. Et donc, c'est de bonne guerre que les gens qui sont traqués sont sous pression se retrouvent peut-être ici en disant, écoutez, on va vous... Oui, mais le Togo a été attaqué avant qu'il y ait le souci de l'AES. Et donc, dès le début, donc déjà à partir de là, on se demande pourquoi le Togo est attaqué. Maintenant, effectivement, il y a le positionnement vis-à-vis de l'AES, mais le Togo reste un pays de la CEDEAO. Et après, je peux comprendre quelque part l'état d'être très restrictif sur la manière de communiquer parce que alors on nous vend des groupements, si vous voulez, des groupements islamistes armés. Mais après, parfois, on a plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de mafieux dans la manière d'attaquer les pays. Quelles sont les revendications? Qu'est-ce qui est contesté? Ces groupes, ils sont armés comment? Ils passent d'où? Lorsque vous observez, vous êtes un peu curieux, vous observez les cartes, vous vous rendez compte que ce sont des groupes qui sont très souvent au niveau de convergence de frontières. Ouais. Comment se fait-il un groupe qui est Mali-Niger se retrouve à une frontière Bénin-Togo-Burkina? Donc, à un moment, il y a tout un ensemble d'informations, de flou autour de cela, qui font que, en définitive, quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes attaqués? Même les personnes qui nous attaquent ne les énoncent pas. Les théories que d'aucuns jugeraient de griffe complotiste diraient que le Togo est attaqué peut-être à cause de ceci, à cause de son rapprochement avec un certain nombre de pays plus ou moins hostiles à l'Occident. Ça, c'est ce que disent les théories complotistes. Un truc considéré comme complotiste. Est-ce que ça tient la route? C'est du genre, chaque fois qu'un pays veut diversifier ses partenariats, ce pays devient souvent la cible d'un certain nombre de personnes qui seraient financées et accompagnées par l'Occident. C'est ce qui se raconte. Alors, ce qui est vrai, c'est que les armes, elles viennent bien de quelque part. Et je crois pas que ces terroristes fabriquent des armes. Donc, cela sous-entend que ils reçoivent les armes de quelque part. Ils reçoivent un financement de quelque part. Peut-être des renseignements. Des renseignements de quelque part, une logistique de quelque part. Ils ont un endroit où se replier. Et c'est étonnant. Ce sont des groupements qui, comment dirais-je, qui arrivent à rester dans le temps, à être néfastes dans le temps et ainsi de suite. Donc, à un moment, oui, les États, légitimement, ils ont quand même le droit de se poser la question de savoir, quels sont ces groupes qui ont des revendications floues, pas très concises parfois, qui vont se retrouver parfois beaucoup plus armés que nos forces nationales, beaucoup plus équipés, beaucoup plus renseignés, avec des forces de repli. Et étonnamment, les fois où nos États demandent une coopération efficiente, que ce soit en termes de renseignement, en termes d'équipement et ainsi de suite, on voit qu'il y a des restrictions. On voit qu'il y a de la retenue. On voit qu'on leur impose des négociations. C'est étonnant. Et donc, justement, ces États-là, très souvent, sont obligés d'aller chercher d'autres partenariats. La vérité, c'est que s'ils étaient satisfaits des partenariats qu'ils avaient, ils n'iraient pas chercher d'autres partenariats. Actuellement, en Afrique, on a un commandement AFRICOM pour la sous-région qui est celui des États-Unis.
Monsieur Emmanuel Macron vient de dénoncer la nomination d'un chef pour un commandement qui serait pour l'Afrique. On a des présences de troupes européennes. Allemandes et ainsi de suite. Et à un moment, légitimement, les gens se posent la question de savoir, ok, d'accord, à quoi servent ces partenariats et quelle est leur efficacité, d'autant plus que, officiellement, il s'agit de petits groupements qui ne sont pas censés être, comment dirais-je, l'armée d'un État capable de rivaliser. Absolument pas. Mais à cette question, bien à cette théorie du complot, il y en a qui répondent en disant, ouais, mais quand vous dites où est-ce que les terroristes trouvent des armes, quand ils viennent, ils attaquent un camp, ils repartent avec des armes. Ils s'approvisionnent avec des camps militaires des pays qu'ils attaquent. Oh oui, mais ça fait beaucoup. Alors, même s'ils prennent les armes, les munitions, comment dirais-je, l'entretien de tout cela, les renseignements. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont des GPS? Comment ils font pour savoir où se trouvent les postes avancés? L'effectif des troupes? Alors, on a eu une attaque, je pense, au Niger par rapport à une prison il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Comment ils font pour avoir tous ces renseignements? Qui leur envoie des renseignements par rapport au positionnement, par rapport aux troupes, par rapport comment dirais-je, aux casernes, aux munitions, aux armes? Restons toujours dans le sens du renseignement, c'est quand même osé la dernière attaque subie par le Togo, parce que, pour revenir à cette attaque, il faut rappeler que déjà, en 2023, le 17 juillet 2023, le Togo a été frappé par des attaques terroristes. Nous étions en période d'Evala. Le président de la République était dans la zone. Un an après, jour pour jour, enfin 3 jours après, le 20 juillet 2024, la même chose se reproduit avec la présidence du président de la République qui est là-bas. Ils ont hyper sécurisé quand le président est là. On se demande à poser la question, mais quel est le message qui est renvoyé? Moi, alors, si vous voulez, après c'est une analyse qui m'est propre, je trouve que c'est une tentative de coup médiatique, parce que la logique voudrait que lorsque Monsieur Faure se trouve dans cette région et qu'il y a une attaque terroriste, il y a une fuite de tous ceux qui s'y trouvent. Et c'est la fuite de tous ceux qui s'y trouvent qui est censé faire un coup médiatique. Sauf que dans les deux cas, malgré les attaques, les personnes sont restées sur la même position. Ils ont fait leur festival Evala, ils ont fait leur festivité, les gens sont partis s'amuser, ils ont fini leur amusement avant de rentrer à Lomé. Donc, médiatiquement, le coup n'a pas marché. Sinon, la logique aurait voulu que, dès que on entend qu'à quelques kilomètres de là, il y ait une attaque terroriste, on évacue, qu'il y ait la débandade, qu'on évacue le président et ainsi de suite. Et à partir de là, médiatiquement, le groupe réussit son coup médiatique. Parce que la vérité, c'est que si ces groupes-là avaient de quoi envahir le pays, ils l'auraient fait. Ça s'est vu au Mali. Donc, ce sont des groupes qui ont la possibilité de faire des coups d'éclat, mais qui n'ont pas la possibilité d'investir un territoire et de maintenir ce territoire sous tutelle. Donc, ils ont besoin de ce retour d'information, de ce jeu médiatique. Et ce qui peut expliquer d'ailleurs que l'État, à un moment qui communiquait, se dise, nous allons restreindre la communication. Mais attention, il faut que l'État, lorsqu'il restreint la communication, comprenne que il n'y a pas de plus dangereux que de laisser la communication à quelqu'un d'autre. Horus, le Togo partage, c'est vrai, 120 km de frontière avec le Burkina au nord, de l'autre côté, effectivement. Mais le Togo a également implémenté un dispositif impressionnant dénommé l'opération Condouaré. Déjà en 2018, avant même que les attaques ne commencent. Et en mai dernier, on se souvient justement des exercices militaires que le Togo a effectués avec l'AES, plus le Tchad. Bon, tout ça. Pour terminer cette émission, la question qu'on doit se poser, c'est si malgré ça, il y a encore des attaques, et ça dit que les dispositifs togolais, militaires togolais ne répondent pas. Ah, mais s'ils ne répondaient pas, on ne pourrait pas faire ce débat aujourd'hui. Et c'est-à-dire, il faut reconnaître que si les gens arrivent à pouvoir vivre dans une certaine quiétude à l'intérieur du pays, à vaquer à leur occupation et ainsi de suite, c'est parce qu'il y a ces troupes qui protègent, c'est parce qu'il y a ce dispositif. Alors, comme je disais, on a la particularité d'avoir une armée assez discrète, assez silencieuse, qui communique très peu sur son protocole et ses méthodes, mais factuellement,
les gens ils vivent comme si de rien il faut vraiment être assez fin pour remarquer que non, que même en ville, ok, d'accord, il y a un peu plus de policiers, un peu plus de militaires, un peu plus de contingents, mais factuellement les gens ils vivent, ils continuent à sortir, à se récréer, ainsi de suite et tout ça. Donc ça veut dire que quelque part c'est efficace. Si ce n'était pas efficace, il y a longtemps qu'on aurait eu des attaques peut-être à Lomé, à Tapamé, dans une grande ville, et ainsi de suite. Si cela s'est limité à de petites bourgades, c'est que justement, on a du mal à investir les villes principales du pays. Et donc là, il faut quand même avoir l'objectivité de remercier les protections qui sont faites, qui sont... Paulus, en 15 secondes, n'est-ce pas quand même bizarre que malgré la présence du président de la République, tout ça là au nord, avec tout ce qu'on a comme dispositif, parviennent quand même à venir au Togo? Pendant ces périodes-là, juste en 15 secondes. En 15 secondes. Alors, comme je dis, on a peu de détails sur ce qui s'est passé réellement. Merci beaucoup, Paulus. Voilà. C'est toujours un plaisir. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le nord du pays. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.